de barbarie idéologique, c'est que la science veuille bien prendre en considération les apports offerts notamment dans le cadre d'Atlantis, non pas pour se confronter en termes de vérité et de force de persuasion, simplement savoir ce qui peut aider les uns et les autres à travers la science et cette philosophie hermétique ancienne, presque inconnue. S'il était davantage connu, je crois qu'elle aura encore davantage de mépris et de... Mais le projet, c'est de ne pas laisser se galvauder cela. Et je donne comme exemple, écoutez bien, parce qu'il vaut son pesant de cacahuètes, écoutez bien l'emblématique des anciens. Nous avons sur le site de Gizeh le Sphinx. On voit un corps de lion, une tête d'homme. J'ai dit tout à l'heure, ça correspondait à la leçon, la raison doit maîtriser l'animal en soi. Mais la réalité, non, c'est l'axe lion-berceau. C'est l'axe des catastrophes. On parlait des cycles. Eh bien, on a la même chose chez les gens des deux fleuves. Chez les Assyriens, on voit un taureau avec des ailes, c'est-à-dire le taureau avec les ailes de l'aigle, le signe du scorpion qui est en face. Alors on voit que là, les Égyptiens ont la croix des fixes. Je pense que on peut se tutoyer. Tu connais l'histoire astrologique moderne. Nous avons d'un côté Sigmund Freud, qui est juif, et qui promeut une discipline où il parle de la période orale, la période anale, voire fécale, le père. Il ne parle que d'astrologie, il s'en aperçoit pas. Il s'est intéressé à l'astrologie. Il est allé voir son dernier bouquin, c'est Moïse et le monothéisme. Il fait ça, et lui, il est taureau ascendant scorpion. Il meurt d'un cancer de la gorge, qui est type là-dedans. Il trompe sa femme avec ses patientes, c'est le sexe encore une fois. Il ne fait que parler d'oralité et de sexualité parce qu'en fait ce sont le début et la fin de son monde à lui. Et il a un élève, entre guillemets, qui s'amène, qui est un Suisse allemand, Carl Gustav Jung, qui lui occupe l'axe des fixes. Il est lion ascendant verseau. Et lui il va développer l'inverse littéralement sans même s'en apercevoir. Ni l'un ni l'autre ne vont s'apercevoir que c'est l'inverse et le complémentaire. L'autre il parle de vie spirituelle et de psychologie transpersonnelle. L'humanité. C'est exactement pour les astrologues la description des rapports entre l'individualité du lion et l'humanisme latent du verseau. Et ils sont irréductibles alors qu'ils sont complémentaires. Voilà. Donc là, la leçon aurait pu être faite par n'importe quel observateur, historien, psychologue, psychanalyste et astrologue. Il n'y a que les astrologues qui l'ont fait depuis que j'en ai parlé, grosso modo, sur le modeste, parce que ça fait à peu près 25 ans que je fais cette leçon discrète, qu'elle ne soit pas dévoyée. Et donc on voit quand même que les gens qui se préoccupent du monde savant, je vais donner un autre aperçu. J'étais allé accompagner un petit garçon, Grégoire, il avait 7 ans à cette époque, au Grand Palais, dans la coupole où on voit les étoiles. Évidemment, l'astronome de service commence dans l'ancien temps, les astrologues racontaient n'importe quoi, etc. Et il ricanait amplement. À la fin, je me suis levé et j'ai dit, monsieur, excusez-moi, ce que vous avez dit sur les astrologues ne me paraît pas convenable. Et je pense que vous êtes du signe de la Vierge, ascendant Verseau. Est-ce que vous pouvez infirmer ou confirmer ça? Il va dire, monsieur, c'est exact. Alors là, les gens se sont levés pour applaudir. La leçon est radicale. C'est-à-dire que quand on ne sait pas quelque chose, on ne devrait pas en parler. L'astrologue n'a rien à dire de l'astronomie, pas plus que l'astronome n'a à dire de l'astrologie. Ce sont des disciplines complémentaires qui ne sont pas communes. L'astronome, il s'occupe des corps physiques, des distances matérielles, il comptabilise. L'autre, ce sont les impressions, les influences réciproques. Le physicien, il va dire, mais attendez, les influences, c'est mon boulot, ça. Oui, celles qu'on peut mesurer, mais celles qu'on ne mesure pas, vous ne les connaissez pas. Et que ne mesure-t-on pas chez l'homme, qui est la même chose dans l'univers, c'est l'impact artistique de telle musique, de tel tableau sur tel individu. On a deux individus côte à côte dans le même concert, il y en a un qui va sortir en disant « je me suis ennuyé tout le concert, c'est niais, c'est nul », et l'autre, ça va l'avoir transformé. Sa trajectoire aurait fait ça, et puis avec le concert, il va... Voilà. Et c'est ça la différence. Pour ça, personne n'a rien à dire, parce que ça, c'est l'étude de la vie telle qu'elle est, et non la théorie de la vie. Voilà. Donc on en revient à toute cette chose-là, et je réponds plus précisément à cette question. Le fait que l'astrologie de nos jours apparaisse comme des îlots de compréhension au milieu d'un vaste océan d'incompréhension est dû au fait que très peu de gens qui ont pratiqué l'astrologie l'ont lu dans la langue d'origine qui est kabbalistique.
et de ce fait, et n'ont pu appréhender que ce qui était accessible immédiatement. Donc on en a simplement les balbutiements. On ne peut pas juger de quelque chose sur ces choses. Oui, on a rendez-vous à 20h. On va devoir se séparer. Et vous remercie. C'est nous. Alors juste, Jonathan, pouvez-vous nous faire des commentaires sur l'intervention de M. Grimaud? C'est l'occasion, enfin, des observations, des critiques, des confirmations. C'est le moment. Puisque... disons que c'est un savoir énorme, mais sa base ne me convient pas du tout, car elle s'arrête à Alexandrie. Tout tourne autour de la Grèce, du latin, et c'est par rapport aux Égyptiens, c'est remonté vraiment très bas. Pour moi, c'est trop bas comme base. Autrement dit, Alexandrie, c'est déjà une époque où beaucoup de choses ont été trafiquées. Alors si on prend les Elohim, on vous a fait un grand discours en grec. Moi, en hébreu, je lis A-L-E-I-M, il n'y a pas de question de pluriel. Ça veut dire les associés de la fabrication. J'ai un nombre, je sais de quoi je parle. Si je prends un mot grec qui va être une fantaisie de traduction, je n'en tire pas les conclusions. Je ne vais pas dire que c'est un pluriel, je dirais que c'est une bêtise. C'est un mot mal compris. Quand j'ai Uranus en égyptien, c'est une lecture directe en égyptien. Quand vous allez l'écrire Uranos, parce que les Grecs n'ont pas compris l'égyptien, c'est encore une erreur. Et je ne vais pas dire que les Grecs avaient raison. Simplement, ils ont pris des bases sans les connaître. De même, Champollion, il a voulu comprendre l'égyptien à partir d'un vocabulaire hébraïque. C'est une stupidité. On ne prend pas une langue par la fin, par la phase évolutive. Toutes les recherches que je fais, ça remonte à l'origine des textes écrits. Donc le vocabulaire, il est d'une richesse fantastique qui n'a pas été découverte. Or, c'est là qu'on trouve les origines des alphabets. Donc quand j'entends jouer avec les mots français, ça me fait sourire. C'est intelligent, mais c'est quand même amusant. Parce qu'on fait un peu de grec, un peu d'hébreu, un peu de latin, puis on tire des choses intelligentes, mais qui ne sont pas forcément utiles. Par contre, ça permet d'expliquer des choses à des gens qui ne sont pas au courant de ce que je connais. C'est là l'intérêt de ce savoir, il est plus pédagogique, parce qu'il parle de choses que les gens croient connaître. Et en Égypte, comment il citait Uranus, Pluton Non, Pluton, je ne connaissais pas. Et comment il l'appelle Uranus? Bon, disons qu'ils ont lu, je vais vous dire une bêtise, c'est Rouetsan, ça n'a aucun rapport, ça s'appelle Rouetsan, ça n'a aucun rapport. Simplement le R, le Oué, bon déjà en égyptien ils ne comprennent pas le R, alors ils ne risquent pas de traduire par un R. Pour eux, toutes les lettres sont fausses. Alors il est dans l'enthousiasme de Champollion, le Champollion s'est trompé complètement. Il a ouvert les portes sur quelques lettres, mais les lettres c'est rien du tout. Ce sont des montages de lettres qui forment des mots de plus en plus compliqués. Et il n'y a aucun déterminatif, c'est-à-dire d'image porteuse. Toute construction est le fruit de composition dans l'espace. Ça, c'est magique. C'est la seule langue qui est capable de faire ça. Le maya le fait, mais on a beaucoup de mal à le comprendre. Mais la recherche est du même style. La différence, c'est qu'en maya, on prend des sons primaires et on les met dans l'espace. En égyptien, on prend parfois 4 idées et on les compose. Donc c'est beaucoup plus riche. C'est ça l'intérêt égyptien. C'est de la super richesse. Alors Mireille, par exemple, qu'est-ce que vous avez aimé l'exposé de Jacques Grimaud? Pourquoi vous l'avez? Qu'est-ce qui vous a plu dans son exposé? Toutes ces références à des personnages sont, disons, importants justement dans l'histoire de l'hermétisme. Ces références même liées à l'astrologie, mais qui donnent justement une dimension, je dirais, occulte, même si lui n'aime pas ce mot. C'est une dimension quand même qu'on ne connaît pas tellement. Enfin bon, je trouve que c'est un homme qui a une culture très très grande. Ça m'a incité à approfondir la question en tout cas. J'aimerais bien pouvoir approfondir. Qu'est-ce que tu as appelé Elle vient de créer un site astrologique, un site de relations astrologiques, relations humaines, elle l'appelle Orphée. Pourquoi est-ce ce nom d'Orphée?
Orphéastro.com. C'est une référence au couple mythique Orphée et Eurydice. Hein. Mais bon, l'histoire n'est pas. Ah oui, c'est l'idée de couple en fait. Oui, c'est l'idée. Ah, on n'y pense pas, oui, d'accord. C'est l'idée de couple. Mais enfin bon, c'est un couple qui a une histoire un petit peu tragique, on peut dire, mais le personnage d'Orphée est un personnage assez ambigu. Malgré tout, ça aussi, ça m'a plu, parce que bon, c'est un être qui, à la fin, n'a pas vraiment une identité, si on peut dire, sexuelle. Sexuée, pardon. C'est un personnage que j'aime beaucoup, mais il n'y avait pas une intention réelle. C'est le nom qui m'a plu également. Le nom, les lettres, Orphée m'a plu. Non, il y a le fée, la fée dedans, c'est or. Oui. Ah oui, c'est ça. Et justement, j'aurais bien aimé que, comment s'appelle-t-il? Jacques Grimaud. Jacques Grimaud puisse donner son interprétation. Il fallait lui demander. Et il y a la lyre d'Orphée qui est une étoile. Voilà. Oui, mais il disait déjà le haut de l'eau, et puis le R de R. Alors le fait de, il avait donné la lettre F dans un moment. Mais, et vous, alors, vous êtes satisfaite de l'intervention de Jacques Grimaud, Marie-Christine Boudinot? J'ai été très intéressée, bien sûr. Apporter des éléments complémentaires. Eh bien, ce qu'il a dit de l'astrologie, notamment, qui se référait à un tout. Il fallait quoi, l'habilité à l'arbre des trois, l'entrée à la cosmologie. Évidemment, je ne m'en suis pas cachée, moi je n'ai pas été très convaincue par certaines explications concernant le tarot, parce que je dois dire que le tarot auquel j'ai fait allusion, que moi j'ai bien interprété par le Franquès, me paraît tout à fait convaincant. L'attribution de certains nombres à certaines dames est assez contestable, mais bien sûr, toutes les explications sont possibles, chacun aussi a sa conviction et son intuition intérieure. Et je crois que l'intérieur par définition, bien sûr, l'intuition permet de voir à l'intérieur des choses. Et donc, c'est toujours intéressant de pouvoir entendre différents points de vue et puis on fait sa synthèse personnelle. Mais je reste convaincue que, d'ailleurs les alchimistes aussi le disent, ils ont introduit exprès certaines erreurs pour décourager ceux qui ne sont pas dignes d'accéder à un certain savoir et qui pourrait leur faire jouer le rôle d'un petit sorcier, ce qui arrive avec la science sans conscience, notamment que nous connaissons. Et que nous, de l'âme, c'est pas vrai. Donc votre père a... Vous êtes né juste après la fin de la guerre, c'est ça? Je suis né à la fin de la guerre, après la libération. Lui-même, est-ce qu'on peut dire qu'il était un ésotériste ou un occultiste? Il était un ésotériste. Est-ce qu'on pourrait le qualifier d'astrologue ésotériste ou Ah oui, occultiste? ces questions l'intéressaient énormément, mais... Monsieur Boudinot, André. Oui, mon père s'intéressait énormément à l'ésotérisme. Bien sûr, et c'est par lui que j'ai appris beaucoup de choses, que j'ai connu notamment le Yoda, l'organisation qui s'intitule les constructeurs de l'Antitum, c'est-à-dire du temple intérieur, leader de l'Antitum de Los Angeles. Ah bon? Oui. J'ai lu certains cours et il y a justement une astrologie ésotérique. Mais mon père s'intéressait à tous les formes de l'astrologie. Tenez, rapprochez-vous. On occupe trop de place. Mettez-vous au fond de la salle. On a vraiment envahi les lieux là. Astrologue, Gisèle. Vous avez un bagage d'astrologue.
Vous avez une pratique d'astrologue, vous pouvez donner des consultations? Disons que je reste toujours une élève de Jacqueline Belluc. Oui. Donc avec son système d'astrologie trinitaire, bon, c'est assez spécial, entre guillemets. Et par exemple, l'exposé que nous avons lu, j'ai retenu qu'il mettait une maîtrise de Pluton en Bélier, ce qui est dans le droit fil de Jacqueline Belluc, mais pas pour le reste. C'est-à-dire que après comment dirais-je, je ne ressens pas, par exemple, l'importance de Vénus en Gémeaux. Voilà, donc je ne suis pas suffisamment armée, moi, sur le plan intellectuel, et disons, je n'ai pas suffisamment de bagages au niveau savoir, parce que je n'ai pas assez lu, je n'ai pas assez pratiqué, je veux dire, nombre d'auteurs. J'ai vécu beaucoup l'enseignement et pratiqué l'enseignement de Jacqueline Belluc. Donc je ne suis pas à égal. Il me manque aussi, disons, des connaissances approfondies en alchimie. Donc je suis très pauvre. Alors j'ai l'impression d'être un petit nain par rapport à un monde de géants. Par manque de savoir, surtout de savoir, y compris savoir intellectuel. Et aussi, disons que mon horizon sur le plan connaissance, hypnose, j'ai été très marqué par l'enseignement de Jean Hague. Et puis la pratique, comment dirais-je, en parapsychologie de Raymond Réan. Réan. Oui, Réan. Oui, que vous connaissez bien Madame Belluc d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, qui est mon père spirituel. Donc, j'ai ces pratiques-là, mais il me manque des connaissances, disons, intellectuelles, livresques. Pour, disons, voilà, je ne me sens pas... Mais pour être un bon astrologue, est-ce que c'est nécessaire Mireille Coty, vous parliez, l'autre jour, vous nous parliez des connaissances et du bagage nécessaire à l'astrologue. Vous disiez qu'il fallait, par exemple, avoir des études de psychologie. Enfin, qu'est-ce qu'il faut savoir pour être un bon astrologue? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Quelle information qu'il faut suivre pour être un bon astrologue? La discussion d'aujourd'hui m'a convaincu qu'il n'y a pas que l'astrologie. Apparemment, il faut revoir nos théories, d'après ce monsieur. Donc, ça remet en question votre... oui, ça remet en question. Moi, d'ailleurs, j'aime beaucoup mettre en question nos théories, mais jusqu'à un certain point. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son esprit de synthèse entre l'astrologie, l'alchimie, la magie. Oui, disons que là, c'est un savoir... En théorie, oui, on devrait, mais dans notre potentiel, on n'est pas à la hauteur de l'heure actuelle. Ou alors, je suis une très mauvaise élève, parce que je veux dire, je suis vraiment... J'arrive à la chimie, il faut quand même distinguer les connaissances qu'il y a pour réformer l'astrologie et les connaissances qu'il y a pour appliquer l'astrologie. Les connaissances qu'il y a pour fabriquer une voiture ne sont pas les mêmes connaissances qu'il y a pour savoir conduire une voiture. Il ne faudrait quand même pas confondre les deux problèmes. Là, on nous a parlé des connaissances qu'il faut acquérir pour reprendre l'astrologie, pour la repenser. Maintenant, pour être astrologue, c'est peut-être pas une nécessité. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? N'est-ce pas que l'astrologue n'a pas besoin de savoir tout ça pour être un bon astrologue, monsieur Le Machon? Disons qu'il a utilisé un terme très net. Une louche. Nous avons une louche. Nous pouvons mettre des tas de choses dans notre thème astrologique, mais le discernement et l'intuition sont indispensables pour faire une sélection extrêmement rapide. Donc il faut oublier le bagage technique à un certain niveau, car après il y a un relais de l'inspiration. Personnellement, je veux dire, avec Madame Belluc, je veux dire, bon, bien sûr, elle donne un certain nombre de points de repère, mais... Vous la connaissez, Madame Belluc, qu'on était allé chez elle? Oui, je suis, moi, personnellement... Elle est morte en dedans. Je suis plus sensible à l'aspect art. Pour moi, il y a beaucoup de l'art. Et la façon dont on vibre
soit en tant qu'astrologue, et vibrer par rapport à la personne avec laquelle nous échangeons, et aussi des affinités, des anti-affinités. Pour moi, c'est, comment dirais-je, la question de vibration est extrêmement importante, plus que la technique. En ce qui me concerne, parce que je travaille beaucoup avec mon cœur, avec cet aspect d'intuition qui est un petit peu, comment dirais-je, presque hors-jeu par rapport à un nombre d'astrologues traditionnels. Je suis quelqu'un du coup de cœur, y compris avec les erreurs que ça implique, mais avec des techniques plus strictes, je connais aussi des erreurs. Donc à la limite, je préfère me tromper avec mon cœur qu'avec mon intellect. Je vais vous apprendre une chose en égyptien qui est amusante. Le vase du cœur, car on ne parle pas de cœur en égyptien, on parle du vase. Et dans le vase, on peut mettre un phénix. Donc c'est un contenu, le cœur. Pour un égyptien, c'est pas l'organe. Parce qu'on met un phénix de résurrection. Donc ça prouve bien qu'ils ont été au-delà du cœur tel que nous l'utilisons. Oui, mais le cœur, c'est une forme, pour moi, de sensibilité, de vibration, d'échange, de communication. Mais il y a un vase de résonance. Comment capter, disons, ça me permet plus une communication d'âme à âme. Mais l'image de vase, c'est important. Si elle a une place pour me loger. Alors, Marie-Christine Boudinot, vous tâtez à l'astrologie, vous touchez à l'astrologie, vous la pratiquez. Est-ce que vous pensez, quel est le bagage que doit avoir un astrologue? Je pense qu'il n'est quand même pas aussi vaste que celui qui est nécessaire pour repenser l'astrologie. Non, mais je pense que plus on en sait, mieux c'est. Maintenant, au moment de l'interprétation, il faut faire un peu abstraction du rationnel pour justement tomber juste sur la bonne interprétation. Et c'est là que l'intuition joue. Mais l'intuition est d'autant plus fine, d'autant plus pertinente, je pense, qu'elle a plus d'éléments à sa disposition. Oui, donc, comment dire, alors Mireille, c'est important d'avoir une formation extra-astrologique. Et en même temps, ça permet de masquer les failles de l'astrologie. Tout dépend du type de consultation qu'on fait. Si on fait une consultation qui est centrée sur la personne, sur son monde inconscient, sur son comportement, on ne peut pas avoir une formation en psychologie. Si on répond seulement à des questions sur les demandes du consultant, c'est-à-dire si on pratique une astrologie principalement événementielle, alors effectivement on ne peut pas avoir forcément une formation psychologique. Ça me paraît difficile. Quand il fait comprendre les raisons pour lesquelles les personnes posent ces questions. Moi je pense que c'est quand même important. Donc on dit, c'est une conclusion à laquelle on peut arriver facilement quand on a un tant soit peu étudié l'astrologie, c'est que le destin, c'est le caractère. Donc je pense que tout est lié. Et que étudier les caractéristiques d'un individu est indissociable des événements qui peuvent arriver et réciproquement. Maintenant, quel type d'événement, c'est tout l'art de l'astrologue de deviner, subodorer, si je puis dire, les vibrations subtiles qui font que justement c'est tel événement qui se produira plutôt que tel autre, une telle possibilité. Maintenant, en dernier recours, il y a le libre arbitre. Ça, c'est Moi, personnellement, ce que j'essaye de développer sur mon site, c'est disons, une astrologie qui s'intègre dans un cadre global de connaissances et de disciplines qui peuvent apporter, disons, quelque chose de très positif au niveau du développement personnel de la personne.
Je pense que la musique, la poésie, l'écriture, la danse sont de toute façon très importantes à chacun de nous pour être bien avec notre corps, pour être bien se sentir avec notre corps. Il y a beaucoup de... La nourriture, par exemple, aussi. Mais oui, C'est aussi une bonne façon dans sa peau. Disons qu'il y a beaucoup d'astrologues qui pratiquent l'astrologie par rapport à des connaissances en psychologie, alors ça peut être des freudiens ou des jungiens, c'est en général les deux catégories. Moi personnellement, je me détache assez de ces deux. Je ne me considère ni freudienne ni jungienne. Je dirais que ce qui m'intéresse surtout, c'est la psychosomatique. Et donc j'essaie d'intégrer cette la psychosomatique dans l'astrologie, ce qui n'est pas évident. Je pense que c'est... J'ai été très inspirée par Madame Suzanne Kepes, qui est psychosomaticienne sexuelle. Et j'ai été tout à fait convaincue par ses théories et disons, ce qu'elle développe dans son travail. Dans le sens qu'il faut tout d'abord peut-être dans le sens que le corps reflète notre conscience et nos problématiques internes. Il faut essayer de trouver une harmonie entre ce corps et cet esprit qui en fait c'est être bien dans son corps. Être bien dans sa tête. Sana, corporé sano. Voilà. Les anciens savaient. Jacques, j'ai une petite remarque à faire. Tout à l'heure, Jacques Grimaud nous a parlé de la vision égyptienne binaire, en disant c'est oui ou non. Moi j'ai une réponse beaucoup plus étonnante. Si je prends mon pendule, il va me répondre oui, non, ou il fera n'importe quoi, puisque je lui donne 10 directions possibles. Donc il peut aller de va-et-vient, ou il peut tourner en rond. Donc il a un choix beaucoup plus libre, ça n'est pas binaire. C'est une erreur dès qu'on fait intervenir une notion extérieure à l'être, on n'est plus binaire du tout. Le binaire, c'est le côté scientifique qui me déplaît, car ça n'est qu'une expérimentation, une mesure. Parce que mon pendule, il est vivant, il est habité. C'est une convention, ça dépend de la convention que tu lui donnes. Mais comme il est habité, il n'a pas besoin de convention. Comprenez? Mais il y a un pendule, des radiesthésistes qui n'utilisent que le binaire, oui ou non. Il y en a d'autres qui vont faire tourner, il y en a d'autres qui utilisent la diagonale. Donc la différence entre eux, c'est une question de convention. Ils en attendent des choses différentes. Dans le dialogue, dans le langage, je connais certains radiesthésistes, c'est que oui ou non, la plupart. Mais ça, c'est binaire. D'autres vont utiliser la diagonale, d'autres le rond, d'autres zigzags si on ne sait pas. Enfin, c'est vrai que l'astrologie actuelle, elle n'est pas très binaire, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Elle n'est pas très binaire. Non, mais c'est plutôt un problème, justement. Mais c'est ça, Il quand même que les Égyptiens ramenaient tout au nombre 1. Non, il parlait en fait de numérologie pure, de la fraction. Il parlait de la fraction au point de vue mesure quantitative. Par contre, je vous signale un petit détail amusant pour moi. Il a parlé de Salomon. Salomon n'a jamais existé. Deuxièmement, les âges en hébreu n'existent pas, car il y a une convention qui vient de l'Égypte qui veut dire si vous n'avez pas la notion unité, tout ce qui est écrit devant n'est pas une unité. Or, en hébreu, les fameux Mathusalem et autres, il n'y a pas l'unité du tout. Ce sont des conventions qui n'ont pas été respectées par les traducteurs, tout simplement. Car tous ces fameux âges Mathusalem et autres, ça n'existe pas. J'ai même vu en Égypte, c'est un livre sur les nombres, il n'est pas question à une minute d'un nombre. Car s'il n'y a pas l'unité, qui est toujours précisé en égyptien, car c'est un langage mathématique, c'est pas un nombre. L'unité, c'est le 1. Non, l'unité, en l'occurrence, c'est un petit vase qui veut dire c'est une unité. Un vase. C'est un petit vase. Ce petit vase, il représente le libre arbitre en expression générale du terme. S'il est derrière un nombre, il va dire que c'est le nombre. Vous comprenez? Libre arbitre dans le vocabulaire habituel, ou au contraire, unité dans le sens, derrière le nombre, c'est le nombre qui s'exprime librement. Ça, c'est l'astuce des savants.
Mais les Hébreux n'ont pas compris encore le système. Car tous ces âges n'ont aucun sens quand vous lisez les textes. Par contre, si vous lisez la traduction des chiffres, c'est valable. Il y a encore la différence entre le nombre et le chiffre. Absolument. D'ailleurs, dans les langues que je pratique, il y a des quantités en chinois, en grec, en hébreu, vous avez des quantités de variantes. Il y a le numéro de téléphone, il y a le numéro de page, il y a le numéro de ceci. Ce sont des numérotations de cadres différents, totalement différentes. Alors, comme je parle de votre problème, vous allez me comprendre, je le fais pour vous d'ailleurs. Car j'ai toujours une idée derrière moi. Donc, si je mets mon pendule, il ne va pas répondre oui, non, il fera ce qu'il voudra. Donc, vous allez faire le témoin. Car je ne crois qu'à ce que je vous fais expérimenter. Que je vous rappelle que je suis clairaudient. Donc, si je le fais, c'est qu'il y a une raison. Donc, à vous de jouer. Vous le mettez devant vous en l'orientant, parce qu'il est orienté par convention. Là, vous aviez raison. Maintenant, vous le tenez comme ça, vous posez une question, vous allez voir ce qu'il vous répond. C'est pas forcément oui, non. Il peut vous répondre, tu perds ton temps. C'est beaucoup plus astucieux. Car s'il me fait balance, balance, ça veut dire taureau, balance, bah, tu perds ton temps. Quel type de question est posée sur Non, mais je dis ça à titre d'exemple. Elle peut me poser une question personnelle qui ne nous touche pas. Elle n'est pas obligée de le dire. Simplement pour lui montrer qu'il y a des lectures extrêmement libres, puisqu'on fait appel à l'intuition, et là en l'occurrence c'est un Maya qui est dans le pendule, qui habite le pendule. C'est un Maya. C'est un Maya, il s'appelle Monsieur Patch, qui veut dire la contrainte du cœur, en langue Maya. Donc c'est un intellect supérieur qui vient nous aider gentiment. Il a compris la grille. Si je retourne la grille nord-sud, il a compris. Oui, alors là, ton pendule, c'est spécial, parce qu'il y a une entité qui l'habite. Non, mais le cadrage, non, je t'ai montré le cadrage pour t'expliquer que le pendule, c'est nous qui faisons les conventions. Oui, non, c'est pas grand-chose, puisque ça peut être, tu perds ton temps, ça peut être, bah non, il y a autre chose de plus important, ou c'est pas pour demain. Non, mais, pardonne-moi, j'ai pas compris. La Maya, elle est, comment dirais-je, elle habite le pendule, l'objet pendule. Non, elle intervient dans le pendule. Elle intervient dans le canal. Oui, par ton canal. Et ton support, il y a deux supports. Il y a le support pendule et le support, le plan. Bah, le support, il est riche pour que tous les pendules parlent vite. Autrement dit, c'est un activateur que j'ai fabriqué. Si tu veux, derrière, tu vas comprendre, tu as des tas de choses sacrées. Ah ben voilà, donc je veux dire, c'est, comment dirais-je, je dirais que c'est déjà du matériel d'initié. Alors que quand tu vas à n'importe quelle boutique lambda, tu achètes oui, mais là, tu as ici. Et tu as ici. Rien, c'est vide. Là, écoute bien. Tu as de l'arabe, de l'hébreu et du sanskrit, ça veut dire les dieux de la connaissance. Il me semble qu'avant de demander un message, il est bon de faire appel aux dieux de la connaissance. Donc là, tu as le destin, ce qui est écrit. Donc ça veut dire, là encore, un message important. Donc là, sont d'autres notions égyptiennes. Tu as les yeux, du regard, etc. Ce sont les puissances de réanimation. Donc tout ça contribue à réveiller un pendule qui serait paresseux. Ah, oui, bien sûr. Donc deuxièmement, par le fait de ma présence... Il y a des outils, je veux dire, tu as déjà deux supports d'initiation, plus toi, qui a déjà quand même une certaine somme de connaissances. Alors en plus, ça a été fabriqué par un médium, donc un type qui entend les choses comme moi, qui a donc fabriqué avec des métaux, des pierres précieuses. Donc c'est déjà un montage d'un initié. Donc ça veut dire que c'est un concours de circonstances pour montrer la liberté de quelqu'un qui fait appel à l'intuition et au divin. Parce que moi je mets le divin. On est dans un noyau d'élite. Bien sûr. Non, on est dans un noyau d'élite. Si tu me demandes est-ce que je vais gagner de l'argent, il n'est pas fait pour ça. Non, mais c'est un magnifique cadeau que tu nous présentes. Mais moi, quand je parlais pendule ou quoi, c'est monsieur, madame, tout le monde à la limite. Donc, ces gens-là ne sont pas branchés. J'ai connu une dame qui a réussi à obtenir une réponse d'argent avec ça. Seulement à la fin d'un calcul de 4 sommes, moi j'ai reçu en direct la somme globale qui serait passée. Autrement dit, elle avait demandé, mettons, 4 000 €, puis moi je lui ai dit, bah, ce sera 4 350. Et c'est ça qui est sorti. Ce qui veut dire que le pendule a joué le jeu parce que c'est une personne très évoluée qui faisait un ouvrage
de valeur et pas d'argent. Il veut savoir comment elle serait rémunérée et quel prix elle devait demander. Et moi, là-haut, ils ont préféré me donner un chiffre un peu plus fort, disant bah, c'est le bon. Autrement dit, ils ont joué en super pouvoir. Car il y a de l'humour là-haut. Tant que les gens n'auront pas compris, ça c'est la preuve maximale que je te donne. 4 sommes d'argent et puis moi on me donne un total et directement en euros. Donc sans calcul. C'est rare, c'est rarissime. Non mais c'est exceptionnel et la dame est exceptionnelle aussi. Et là encore, tu as une preuve extraordinaire de cet humour. Non, mais l'humour... Et en plus, quand elle travaille avec le pendule, pratiquer l'humour là. Non mais le pendule, il sort complètement du cadre, il va jusque là. Et la personne se recharge en énergie en même temps. Ce qui provient que le pendule est habité, parce qu'il te donne de l'énergie. Alors qu'on dit toujours que c'est le pendule... Enfin, on pourrait parler d'une astro-radiesthésie. Si l'on veut. Enfin, c'est plutôt du divin, autre chose. Enfin, c'est quand même balisé par les planètes, là. On voit plus. Ah ben ça donne un langage. Pour moi, l'astrologie est un langage. Quelle est la place de l'astrologie dans le tableau? Bah, tout simplement, j'ai mis en vierge les questions qui n'intéressent pas mon pendule. Ça veut dire, un intellect, c'est trop bête. Le pendule, il est pour dépasser le plan de la vierge. Alors, explique la suite. Alors, c'est quoi où est l'astrologie là-dedans? Donc, il n'y a que cette planète-là. Ah bah, ce sont des directions que j'ai placées. Tu as mis cette planète. Au départ, il y avait 7 planètes. Et j'ai complété avec des idées. Cette planète, plus Vulcain, plus... Pluton. Non, mais il fait partie des 7. Mais il y a Vulcain en plus. Oui, puis j'ai mis la mission de vie aussi. Pardon? La mission de vie. Ah. Parce que je reçois les missions de vie. J'aimerais bien connaître qu'est-ce que tu dis sur ma mission de vie. Ah bah, j'ai pas envie de la donner, c'est tout. Je pourrais, mais j'ai pas envie. Toi, je t'ai montré ça exprès. Chacun reçoit ce que le monde me dit de donner. Et si je pose la question avec le pendule, comment il va me répondre par la mission de vie? Ah non, il va me dire si je suis à côté ou... Ah, on sait jamais. S'il te dit ça peut m'intéresser, c'est lui qui va te dire si ça vaut la peine. Là, tu vois, c'est de l'humour. Comment est-ce que je suis comment est-ce que j'ai besoin d'une mission de vie? Ou est-ce que je suis en harmonie avec ma mission de vie? En harmonie ou... C'est plus une question. Si, c'est une question. Alors, est-ce que tu es bien dans ta peau ou pas? Tu n'as pas besoin. Mais non, par rapport à la mission de vie, je peux être à côté de la plaque. Là, tu ne serais pas bien dans ta vie. Une mission de vie, ça veut dire être bien dans sa peau. Ça n'est qu'une confirmation de ce que tu fais. Si je dis quelle est ma mission de vie, il ne peut pas répondre. Tu poses une question et il va te répondre, c'est lui qui dira. Non mais prends-le au fond, il est très puissant. Un gauche de préférence. Il y a un anneau, il est fait pour être utilisé au maximum. Tu vas comprendre. Sans ça, tu n'as pas la vibration. Si tu n'utilises pas toute la chaîne, tu perds la vibration. Maintenant, tu te rapproches quand même de la cible. Simplement, tu poses à quelque chose. D'abord, comment est le oui pour toi? Comment est le oui pour toi? Comment va-t-il répondre à un oui? Le oui comme ça. Ah non, c'est lui qui va décider. Ah bon? Alors le code qui dit le code positif, réponse positive négative. Je demande à l'entité ici présente comment il va manifester son oui. Voilà. C'est un sens habituel. C'est pas le mien, mais c'est le sens normal. Non, voilà mon oui, moi. Non, t'as compris, t'as la réponse. Attends, tu as besoin de te concentrer un peu. Il m'a dit oui dans mon sens habituel. Voilà. Ah, tu peux bien voir quelle question là. Voilà. Bon, ben, est-ce qu'il accepte de répondre à ma question? S'il ne sort pas du cadre, ça ne l'intéresse pas. Alors maintenant, je pose la question. Bah, tu poses la question. À haute voix ou... Non, non, c'est pour toi. Que si ça l'intéresse, tu vas voir la réaction. Je te dis, ça, c'est incroyable. Regarde. Regarde, Jacques. Je sais ce que je fais, moi. Tu le laisses jouer maintenant. Tu le laisses faire. Laisse-le faire.
Regardez bien, regardez bien. Regardez ce qui se passe là. C'est un nom, ça. Regardez, Jacques, sois témoin. Sois témoin, regarde ce qui se passe. J'ai parlé de mission de vie. Où est la mission de vie? Ah oui. 4814, tiens. Et c'est quoi alors? C'est ça. Commence à comprendre. Alors, tu vois que c'est important pour toi la mission de vie. Oui, mais je suis toute bouleversée. Hein. Bah, c'est fait pour. Pourquoi? N'oublie pas que je suis un grand canal. Oui. Tu en profites. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la mission de vie? C'est dans l'axe... Parce que je me sens pas à la hauteur. Je me sens pas, je peux arrêter. Je me sens pas à la hauteur. Oui, je sais. Puisque ma question était de demander si je pouvais participer à l'œuvre de Jacqueline Bellu. Et je me sens pas à la hauteur. Moi, je peux le faire, moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me poussent là-bas. C'est un groupe de jachère. Est-ce que Jacqueline est là? Une autre question. Elle est là. Alors tu vas interroger aussi Ça m'abuse. Alors attendez, regardez, elle peut le faire aussi, Mireille Petit. Je peux le faire, moi? Chacun d'entre nous. Bien sûr. Il y a pas de Je suis curieuse, je n'ai jamais fait ça. rendu, c'est plutôt les tabous. Alors expliquez-lui comment il faut faire. Alors, je regarde d'abord. Attends, non, pourquoi tu lèves D'abord, je regarde. voilà, tu demandes comment le pendule va signifier le oui. Le pendule va me signifier le oui. Dans quel sens il va tourner? Sous Donato, là, il campagne le pendule. Je sais, mais il faut lui laisser du temps. C'est que la question n'est pas bonne. Non, je demande comment il va me répondre, oui. Si la question n'est pas bonne, il ne va jamais bouger. Non, c'est pour la convention au départ, pour savoir Comment le oui, comment le oui. Tu veux pas répondre? Si, ça y est. Ah, comment? Sans l'aiguille du monde. Alors toi, tu vas répondre pas mal. Hein. Donc, tu as posé ta question. Non, je n'ai pas encore posé ma question. Donc, il t'a dit qu'il répondait dans le sens des aiguilles du monde pour le pousser. Et après, tu poses ta question. Tu mets au centre ou au-dessus. Ah, attends, je pose ma question. Non, mais au-dessus, tu ne la touches pas. Oui. Non, mais
Je pose ma question. Moi, je me suis trompée de plafond. Je rappelle, la psycho, ça ne lui convient pas. Il n'aime pas la psycho. Il ne s'intéresse pas au problème de l'âme intellect. C'est-à-dire tout ce qui est rationnel. Les sentiments, ils s'intéressent. S'intéresse à ce qui est relatif. Ça y est, j'ai posé. C'est la question sentiment. Alors, t'es déjà pas au centre. Ça y est, j'ai posé. Je dois pas la dire, la question. Donc je te cite, alors 4814 pour toi, tu m'écoutes là-haut. Pardon. 4814, c'est ta mission de vie. Je vais t'expliquer. Faut que je marque. Ah oui, évidemment. Je ne donnerai jamais autrement. Mais je dis oui, il n'y a pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas rester. Ils veulent pas. Je préfère sortir le plus directement à la voiture, c'est plus pratique ici. Mais c'est pas aussi fort que... Oh, bah c'est Moi, je vais monter dans la voiture. Mais est-ce que ça joue sur un axe particulier? Voilà. si le foyer est en cercle, non, parce que... Les ailes, ça balançait. Ah, bah, ça ne l'intéresse pas, visiblement. Hein. Ça n'intéresse pas. Ah non, pas du tout. Alors. Pas du tout, hein. Même s'il tourne un peu comme ça. Tant qu'il est dans la convention, ça veut dire que question est intéressante. Ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'elle est trop matérielle. Elle est trop matérielle. Trop matérielle. Toujours en train d'essayer de léger la voiture. C'est difficile. C'est une fièvre. Alors, 4814. Bon, alors les deux premiers chiffres, ça veut dire 18 en taureau. Pardon? Les deux premiers chiffres, 48, ça fait 18 en taureau. Ça veut dire manifestation physique. Je comprends maintenant la danse. Et nous y arrivons, la danse. La danse? La danse, manifestation physique. Génial! Je t'ai vu danser comme par hasard. C'est ma meilleure thérapie. Quand est-ce que tu l'as vu danser? Quand j'étais avec Jacques la dernière fois. Depuis le mois de mai. Vous savez qu'on l'avait rencontré l'autre jour. Mais c'est Tu là. l'as vu danser où ça? Alors 48, c'est justement manifestation physique. Franchement, c'est la thérapie aussi, et en conscience. Tu vois, moi j'en sais rien. Hein. Je dis ça parce que 48 pour moi, 18 en taureau, tu as compris? 18 euros. Bon, alors maintenant je prends 481. 18 euros, c'est un point, c'est l'expression du 48. Ça veut dire la forme, c'est la forme physique. Forme physique. C'est une manifestation physique. Donc c'est le corps qui s'exprime. D'accord, oui. Donc j'ai fait penser à la danse. Oui, et j'en ai tellement besoin. La meilleure preuve, c'est que tu as donné ça comme première clé. Attends, la suite est intéressante. Alors, je prends les trois premiers chiffres maintenant. 481. 481. Donc ça me fait le degré 1 du lion. 1 du lion. Ça veut dire que tu veux t'affirmer en moi dans ton travail. Je veux m'affirmer. Tu veux t'affirmer en moi, en personne bien individualiste, dans ton travail. Donc ça veut bien dire se manifester en individu dans ta vie normale. Alors, reste derrière le 4. Dans le 4, rappelle-toi, tes problèmes viendront toujours du quotidien. Est-ce que je suis ici et maintenant? Toute ta vie, tu auras ce 4. Les problèmes viendront. Le 4. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est plus tard? 4, ça veut dire il y a une incertitude sur le moment. Est-ce que c'est le ressenti qui te manque? Tu as une inquiétude dans le 4. Le 4, il veut chercher une solidité et en fait, c'est du fluide. Tu es dans le cancer, tu joues dans le rêve, tu joues dans des tas de choses. L'inquiétude. Le 4 est toujours une base qui te manque. Inquiétude. Ben, recherche de quelque chose. 4, tu cherches une base. En égyptien, 4 veut dire fonctionner. Toi, je te donne d'autres mots. Oui, on voit ça comme ça. C'est la recherche gardée. Ouais. Fonctionnel.
Alors maintenant, j'ai une quatrième analyse qui est la plus importante. Et là, il n'y a pas de degré par rapport à... Non, c'est 4, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est ce qui te reste toujours en problème au quotidien. Ne t'étonne pas d'avoir cette inquiétude du quotidien. T'as compris? Oui, oui. C'est le quotidien qui est très important dans ta vie et qui le sera toujours. Oui, qui est un peu... C'est le ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. On n'arrête pas de le citer maintenant. Oui, donc je suis trop dans le passé ou trop dans le futur? Attends, non, il ne s'agit pas de ça. Alors maintenant, je prends l'analyse complète du nombre, moi, je divise par 360 et j'ai le degré vibratoire. Alors tu divises... Je divise par 360. Ça me fait 14 fois 360 plus 134. 14 fois... 360 plus 134. Ça me dit en clair que tu es au niveau 14 des gens qui sont venus sur Terre avec un capital de potentiel acquis. Tu as intégré beaucoup de choses dans ton existence. Moi je ne te connais pas, mais je sais déjà tout ça. Potentiel. Tu as une acquisition innée. C'est ce qu'indique le plan vibratoire. J'en rencontre quelques-uns maintenant seulement. Je vois des gens qui sont plus ou moins voyants, ou des choses qui, pour eux, ça leur paraît naturel. Mais en fait, c'est inné. Alors, ça se passe au degré 14 en Lion, encore un 14. Aussi, un 14, c'est la tempérance dans les tarots. Alors, 14 en Lion, ben, ça veut dire que ton moi, ben, il est bien là où il est. Parce que tu tiens ta place. Autrement dit, tu tiens la place de 1 face au 4. 1 qui fonctionne. Tu comprends maintenant mon idée? Le 1 avec le 4, 1 qui fonctionne. Le 1 par rapport à 14. Qui fonctionne et tu en fais ce que tu veux, 5. Donc le 1 peut permettre de rééquilibrer l'assise. Non, le 1 c'est toi. Non, le 1 c'est ton action. 4, c'est une action fonctionnelle. Le 1 c'est toi qui agis. 4 fonctionnellement. Ce qui donne un 5 caché, qui veut dire tu fais ce que tu veux. Autrement dit, tu as une liberté exceptionnelle. Des dons exceptionnels et une liberté exceptionnelle. Mais des problèmes au quotidien, parce que oui, les dons, c'est pas facile. Parce que je me qualifie souvent, je me définis souvent comme un électron libre. Voilà. Mais je paye le prix pas. 14 en Lyon, ben c'est ça, l'électron libre. Parce qu'on me dit qui es-tu, je suis un électron libre. Je te dis pourquoi j'ai fait ce travail, pourquoi j'ai sorti pendu. Parce que directement, je sais que je dois le faire. Toi, tu as le... Comment dire, tu as la clairaudience entre guillemets, mais dans mon ressenti, depuis très très longtemps, souvent les gens rigolent parce que je suis un électron libre, c'est-à-dire je suis partout, je suis nulle part. Mais tu as des qualités magnifiques. Mais partout, nulle part, non pas non, en mais conscience. je te rappelle que le 14, ça s'appelle la tempérance. Oui. Ça veut dire que tu vois quelqu'un qui mélange deux vases et qui sort du violet entre le rouge et le bleu. Donc il est capable de fusionner des tas de choses. Oui, donc c'est une capacité d'assimilation. Tous les 14, c'est assimilé. Parce que c'est le 1 qui fonctionne. Pour être un 5, un créateur. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Grimaud, justement, parce qu'il n'a pas compris la valeur des chiffres. Elle est beaucoup plus riche que celle des lettres. Et en numérologie le 5 en égyptien, c'est une construction. C'est une construction. Oui, effectivement, quand il travaille il essaie de transformer les lettres en chiffres et rapprocher des chiffres, des mots qui ont le même nombre, alors que M. Grimaud, lui, il prend les chiffres, il prend les lettres au sérieux. Oui, et surtout, la langue française. Alors, bien sûr, elle se... Et en fait, le phénomène est toujours inverse. C'est le nombre qui est derrière la lettre et non pas l'inverse. Tout le monde fait l'erreur. En tout cas, ce qu'a proposé Jacques Grimaud est assez amusant. Une façon de voir le 3 dans l'astrologie, parce que dans 3, dans l'astrologie, il y a trop, il y a TR. De voir dans l'astrologie les 4 éléments, c'est assez amusant. Hubert Brun fait ce genre d'exercice linguistique qui est très intéressant. Les analogies entre les mots, j'aime beaucoup ce genre de... C'est très hermétique n'importe comment. Et en fait, vous voyez ce que c'est qu'une clairaudience exercée normalement. Elle arrive sur la personne qui m'est désignée pour des raisons que je ne cherche pas à comprendre. Moi, je ne suis qu'un canal. Et un canal comme ça. C'est-à-dire que je n'ai rien à ajouter. Je ne fais que déchiffrer. Et de temps en temps, il m'envoie des petits trucs avec humour. Il m'envoie le chiffre 4, DEF, GDEF, DEF. DEF, c'est amusant, le nombre 10 veut dire fonctionner, et c'est le chiffre 4 qui veut dire fonctionner.
Or, si tu connais l'égyptien, F, ça veut dire c'est l'éveil et D, la main qui donne. C'est la main qui donne d'F fonctionner. Tu as l'éveil de la main, tu fonctionnes. Tu vois ce que c'est que la richesse d'une langue quand tu as compris les bases des langues. La richesse qui fonctionne. Et le F, c'est représenté par une limace. C'est l'être rampant qui a deux antennes. Et tu sais qu'il y a Et Dar, c'est la main qui donne. un vœu que j'ai formulé, j'ai vécu 2 ans en Égypte, et je demandais qu'il y ait quelqu'un qui puisse me traduire cette écriture. Je disais, mais vous ne pourriez pas m'envoyer, enfin, je disais, tu pourrais pas m'envoyer quelqu'un qui me déchiffre ça, parce que c'est joli tous ces petits trucs, mais je peux même pas dire du chinois. Mais je disais, mais il n'y avait pas quelqu'un qui pourrait me traduire. Oui, ce ne sont pas des Égyptiens de l'Antiquité. C'était en 79. Là d'ailleurs il s'est trompé le nombre de... Il vous a sorti le 80 comme nombre de diplômes et c'est 82 le nombre de diplômes. J'ai pas voulu vous trouver la main. Et l'autre, c'est combien le l'or? L'or 79. À 79. Alors si tu veux connaître les tarots tu as 78 lames qui ont comme parrain l'or 79 et le mercure philosophal 80. Voilà l'origine des tarots. Tu vois pas ésotérique. 80, 79, père et mère. Il te crée 78 lames. Le père et mère, l'or, La père et mère du jeu. oui, et le... Tu as l'intellect pur Oui. et tu as la lumière pure. Ça crée un jeu de tarot. Voilà une numérologie totale. Moi je ne vais pas mettre 1 plus 6 plus je ne sais pas quoi. Je te mets la numérologie totale. Tu as 78 lames, 80 et 79, ce sont les pères et mères. Ça, c'est une connaissance que j'ai depuis toujours. Car les logiques, c'est pas du repiquage. Moi, je descends la chaîne. 79, c'est l'or. Et 80, Le mercure. Et tu as l'explication des tarots. Maintenant, si tu veux connaître les 22, tu prends les divisions qu'on appelle les nombres en Égypte. Tu as 22 divisions de Haute-Égypte qui t'expliquent l'origine des tarots. Car ça se termine au Caire et ça débute à Assouan. Et ce ne sont pas des divisions territoriales comme on dit, ce sont des lieux ésotériques de formation des gens de 1 à 22. Là, je vous en ajoute. Parce que c'est là qu'on a la grande richesse. Car en fait, les 22 divisions avaient des temples et des prêtres donnant des degrés d'initiation. On en a fait des départements. Voilà. T'as tout compris. mon âme peut-être. Et on Sur le continue. plan de là, oui. Et on continue dans le delta, il y a encore 20 divisions. Donc il y a 42 divisions. Mais là, ils se sont bien amusés. Ils ont fait des divisions autour d'Osiris. Ils ont créé des nord, des sud, des trucs comme ça. Encore des divisions ésotériques exprès dans le désordre cette fois. Sur un axe précis. Tu as 10 nombres qui sont sur une division, sur une altitude précise, une longitude précise. Et ça, c'est voulu. Donc tu as nord-sud, droite, gauche, enfin tu vois genre n'importe quoi pour s'amuser. Oui, comment s'est trouvé, nous, là? Lambda qui fait des boulots. J'ai tourné bien en Égypte. Bon, on m'a envoyé beaucoup de choses, ça c'est sûr. Il s'est passé vraiment, je dirais, des choses. Tu as eu un rappel, parce que 14 tu as intégré quelque chose. On pourrait dire miraculeuses, entre guillemets. Le 14 veut dire que tu as intégré des choses de l'intérieur. Oui, oui. C'est sûr. Et au retour d'Égypte, on m'a donné rien pour la parapsychologie, et on m'a donné Madame Belluc pour la parce que tu as des capacités parce que j'avais demandé des enseignants. Parce que mais tu es tombé dans des domaines qui sont par moment, j'étais, comment dirais-je, ce dont j'avais le plus peur, c'est de faire tort aux autres. Parce qu'il se passait plein de choses comme ça. C'est évident. Mais comme M. Jourdan fait de la prose, mais je me disais, mais le jour où ça va péter, que telle vie humaine va tomber, c'est ça. Donc je demandais des garde-fous, en disant, je ne comprends pas très bien, mais je voudrais des garde-fous pour m'endiguer, parce que ça tombait comme ça. J'avais pas quelqu'un pour m'expliquer. Tu as compris le problème que les jeunes, qu'on appelle les indigos, n'ont toujours pas compris. Je connais des tas qui ne sont pas du tout à leur place.
Ils sont malheureux dans leur peau, ils vont voir des tas de types qu'ils considèrent comme des grands maîtres, et ce ne sont pas des grands maîtres. Ils sont dans l'illusion complète des maîtrises. Parce qu'en fait, un maître, c'est quelqu'un qui a de l'humour et qui te laisse faire. Et au moment précis, il te donne le petit truc qui te manque. Moi, je te donne la mission 1000, tu as vu que c'est toi qui l'as réclamé, pas le pendu. Tu l'as réclamé. Qu'est-ce que je voulais que tu la réclames. Il fallait quelque chose de bon, d'important. Je veux dire, j'ai voulu que tu la réclames. Je n'ai pas demandé les numéros du loto. Il m'a écouté. Et instantanément, j'ai eu la réponse. Pourquoi être 4814? Ça pourrait être 500 000, je m'en fous. Moi. Je fais le même calcul. Oui, donc on te donne ça comme... Pour que tu comprennes tes problèmes personnels, sachant que ça, tu ne peux pas le remédier, c'est le fameux 4, sachant que le 14 te donne des conditions privilégiées, mais forcément difficiles pour les autres, mais ça te donne ta liberté intérieure et la joie de la création. Il ne faut jamais oublier. Parce que le 14, il est là pour ça. C'est une joie intérieure. Et tu as fait assimiler des choses. Et... Oui, mais que je souhaiterais partager avec d'autres. C'est là le problème. Et moi, qu'est-ce que je peux dire? La partager avec qui je peux partager? Je peux partager le truc Maya parce qu'il vient de s'y intéresser, parce qu'il vient de me montrer que ça marche. C'est le plus grand des hasards que je rencontre quelqu'un qui est capable de lire le bouquin que je viens de lui donner. Pourquoi je l'ai mis d'office alors que je savais qu'a priori je ne serais pas passionné? Ça veut dire qu'on a des petites intuitions, puis que là-haut il y a un petit truc qui fait un déclic. Alors je pense qu'en 14, tu auras des déclics. Ce qu'on appelle le versement, l'échange. C'est ça. C'est extraordinaire quand tu as bien compris. 1. J'agis. 4. Fonctionnellement. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on ne te demande pas de réfléchir. Tu as compris ça? Oui, mais par moment, l'intellect... alors mets un bélier et un cancer si tu ne veux pas comprendre. Non, par moment, l'intellect nous parasite, l'aspect intuition, ce que l'on ressent. Ça, c'est le problème. C'est bien pour ça que j'ai fait la Vierge dans mon schéma. Parce que je connaissais le problème. Et je vous expliquais tout à l'heure qu'un astrologue qui faisait des thèmes, il avait le degré 24 en Vierge.